Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu, 3 mots dans l'actu qui sont combat, langue et masque. De violents combats au sol à Gaza, les chars israéliens y sont entrés et affrontent les combattants du Hamas au 24e jour du conflit. Emmanuel Macron entre en croisade contre l'écriture inclusive. Il ne faut pas céder à l'ère du temps, dit-il. Depuis le château Renaissance de Villers-Cotterêts, il inaugurait sur place sa cité de la langue française. Et puis eux se sentent floués. Dans le Gard, 2 retraités avaient vendu un masque africain 150 € à un brocanteur qui en a tiré 4 millions aux enchères. Le couple veut faire annuler la vente. Le tribunal d'Alès va trancher demain. Les vraies voix Sud Radio. Un char israélien en train de tirer sur une voiture au sud de la ville de Gaza. C'est l'une des rares images récentes de l'enclave où de violents combats au sol opposent désormais l'armée israélienne aux combattants du Hamas. La bande de Gaza bombardée sans répit en représailles à l'attaque du 7 octobre. Et ce n'est que le début, avertit Daniel Hagari, porte-parole militaire israélien. Au cours des 24 heures, nous avons étendu, dit-il, nos opérations dans la bande de Gaza avec des forces supplémentaires d'infanterie, de chars, d'ingénierie, de combat, d'artillerie. Lors d'attaques conjointes des forces terrestres et aériennes dans la bande de Gaza, nos soldats, dit-il, ont éliminé des dizaines de terroristes. Gaza soumise depuis le 9 octobre à un siège complet qui prive ses 2 400 000 habitants d'eau, de nourriture, d'électricité. De son côté, le Hamas palestinien publie une vidéo de 3 femmes présentées comme des otages parmi ceux qu'il détient dans la bande de Gaza. On peut les voir, ces femmes assises sur des chaises en plastique. L'une d'elles appelle sur un ton remonté le Premier ministre Netanyahou à conclure un échange de prisonniers avec ce mouvement islamiste, le Hamas, afin d'obtenir leur libération. Philippe Bilger. C'est effrayant. Je rejoins ce qu'a dit Jean-Loup Bourlange. Il me semble qu'il a tout dit en disant que la barbarie du 7 octobre est impardonnable, mais elle n'est pas sans cause. Et donc, c'est une tentative de tenir les 2 bouts de la chaîne en ne mettant pas, surtout sur le même plan, les 2 horreurs. Madi. Absolument, c'est terrible, les images sont terribles. Moi, j'arrive pas du tout à regarder les vidéos. Néanmoins, il y a aussi un début, et c'est terrible, mais on oublie pourquoi c'est arrivé. Et c'est d'autant plus choquant, je trouve qu'en France, il y a beaucoup de politiques, et vous saurez de qui je parle, notamment LFI, qui voudraient mettre sur le même piédestal Israël, qui est quand même un État démocrate, d'ailleurs un État démocrate, et le Hamas, qui est un mouvement terroriste. Loïc Lefebvre-Président. Oui, c'est un choc pour, je pense, l'ensemble des gens qui sont un peu humains, et le 7 octobre restera une date d'inhumanité absolument invraisemblable. Et donc, le fait d'avoir quelque comparaison que ce soit est ignoble, pour moi. Allez, le deuxième mot, Emmanuel Macron, qui inaugure sa cité internationale de la langue française. Oui, son grand projet culturel voit le jour dans le château Renaissance, tout fraîchement rénové, de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, là où François Ier avait signé l'ordonnance imposant le français dans tous les textes officiels du royaume en 1539. C'est dans cette ville, désormais tenue par le RN, qu'Emmanuel Macron est donc venu saluer le rôle unificateur de la langue française pour le pays. À un moment où les divisions reviennent, les haines ressurgissent, où on voudrait renvoyer les communautés dos à dos, les religions, les origines, la langue française est un ciment. Et alors que le Sénat examine ce soir une proposition de la droite, une proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive, Emmanuel Macron en a profité pour donner son avis sur le sujet. Il faut permettre à cette langue de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde, mais d'en garder aussi les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe, et de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre visible. Le masculin fait le neutre. L'argumentation présidentielle a fortement déplu d'ailleurs à Sandrine Rousseau. Le masculin n'a rien de neutre. C'est pourtant pas compliqué, s'agace la députée écologiste en réponse sur les réseaux sociaux. Philippe Bilger, c'est pas amusant, le président de la Startup Nation qui inaugure la cité de la langue française? Absolument, Philippe. D'ailleurs, Jean-Marie Rouard, dans un article percutant, le lui a reproché. Et on voit même dans ce cas-là, moi je trouve que la cité internationale de la langue française, derrière la seule
solennité est une mauvaise idée. Il aurait mieux valu améliorer le français au quotidien, tout le temps, et notamment dans la bouche du président qui parle remarquablement le français, mais qui parfois éprouve le besoin d'y mettre de l'anglais. Oui. Moi, je pense que c'est un peu l'arroseur arrosé, quoi. Donc, faut qu'il arrête de parler une autre langue que la nôtre. Dans la symbolique, je trouve que le projet était intéressant. Aujourd'hui, je trouve que les gamins parlent plus français. D'ailleurs, on parle plus français dans beaucoup de pays. Moi, je sais qu'en Afrique, avant, même les gens qui n'avaient pas été à l'école avaient cette culture française et s'exprimaient en français. Aujourd'hui, plus personne ne parle français, même dans les anciennes colonies françaises. Néanmoins, je trouve qu'en l'occurrence, là, au moment où il inaugure ce projet, je crois qu'il y a d'autres problèmes, notamment en France, dans l'éducation. Les gamins à l'école ne parlent plus français. Ce sont des petits Français. Troisième mot, masque. Un couple de retraités du Vigan dans le Gard estime avoir été volé, Félix. Et oui, les deux retraités avaient vendu un masque africain 150 € à un brocanteur avant de découvrir quelques mois plus tard que ce dernier l'avait revendu pour 4 millions d'euros lors d'une vente aux enchères. Ils ignoraient que leur vieux masque était en fait une pièce rare du 19e siècle. Les deux retraités espèrent donc faire annuler la vente demain matin au tribunal judiciaire d'Alès, comme l'explique leur avocat, maître Frédéric Mansa-Jaffré. On demande la nullité de la vente de septembre 2021 entre mes clients et notre brocanteur, parce que le droit reconnaît une nullité sur une vente quand on se trompe sur les qualités. On pensait avoir un masque anodin et que finalement c'était pas ça. Ils ont 81 et 88 ans et ils considèrent avoir été trompés, spoliés, abusés de leur faiblesse, parce que mes clients sont des profanes, ne sont pas des amateurs d'art. Ce masque, finalement, il est entreposé dans un cagibi d'une maison de famille et il provient du grand-père de mon client qui a eu par le passé des fonctions en Afrique. Il l'a récupéré de façon légitime. Mais le brocanteur était lui aussi de bonne foi. Il ne savait pas, il n'a pas voulu les arnaquer, plaide son avocate, maître Patricia Pigeot. L'objet en question, objet du litige, était dans leur famille depuis des années, depuis presque d'un siècle. Personne ne s'en est préoccupé. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que mon client, qui est un vulgaire brocanteur qui vend des babioles, n'avait jamais vu un objet pareil, n'imaginait absolument pas qu'il pouvait présenter une telle valeur. C'est tout. Donc il y a eu clairement une erreur sur la valeur du bien commise par les deux. Je ne vois pas ce que viennent faire les notions de spoliation et de vol. Un dossier signé Lionel Maillet pour Sud Radio. C'est donc la justice, le tribunal correctionnel d'Alès qui va répondre, qui va trancher demain matin. Qui a tort, qui a raison, Ça Philippe? pourrait être un sujet pour les vraies voix. Oui, absolument. Oui, absolument. passionnant sur une heure. En tout cas, il est bien dommage qu'il ne soit pas à moi ce masque. Bref.